On a tous des personnalités du cinéma qu'on adore, par ses choix de films, par ses thématiques, par ses sujets, par les scénarios et les projets qu'il choisit, mais on oublie souvent que lui aussi, il a des préférences, des films préférés, et que par exemple, parfois, se pencher sur son top 10 permet d'expliquer ou de mettre en lumière pas mal de petites spécificités de sa filmo, et de Tom Cruise à Kate Winslet, de Agnès Varda à Stanley Kubrick, la majorité des personnalités du cinéma qu'on adore et qu'on admire sont aussi des cinéphiles. Et ils ont des goûts très tranchés pour des films exceptionnels qui ont, consciemment ou inconsciemment, joué un rôle dans leur filmographie. On a découvert ensemble il y a quelques semaines le top 10 de Martin Scorsese et de Stanley Kubrick, et il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit « Mec, tu devrais faire ça avec des acteurs ». Et vous avez raison, mais il me fallait quelqu'un à la filmographie gigantesque, quelqu'un qui a vraiment une connaissance du cinéma et qui a côtoyé les patrons du cinéma. Du coup, il y a quand même un acteur qui pop immédiatement en tête quand on pense à ça. Et non, c'est pas Tom Cruise. Tom Cruise, il refuse de donner un top 10 de ses films préférés. Je suis donc allé sur Nicolas Cage. Bon alors j'ai déjà consacré une vidéo entière à Nicolas Cage où on avait analysé sa filmographie mais aussi sa manière de jouer qui est si particulière, qui n'appartient qu'à lui en fait. Et le mec a tourné avec David Lynch, Werner Herzog, Martin Scorsese, Brian De Palma. Vraiment il a tourné avec globalement tous les cinéastes américains reconnus. Et se pencher sur son top 10 permettrait peut-être de comprendre d'où nous vient cet acting aussi unique. Je vais pas parler hyper longuement des 10 films en question, on va plutôt dérouler le top 10 et je vais m'attarder sur les quelques-uns qui me semblent les plus pertinents dans la filmographie de Nicolas Cage. Et je précise qu'il a donné son top 10 sans préciser si l'ordre, c'était l'ordre de préférence. On va estimer que oui, et de toute façon, en vrai, je pense que l'ordre est beaucoup moins important que les films en eux-mêmes. Et on va commencer immédiatement avec la 10e position, une référence, Le Magicien d'Oz. Bon alors je pense que tout le monde connaît à peu près Le Magicien d'Oz, qui est un classique parmi les classiques, réalisé par le grand Victor Fleming. Je vais donc pas m'attarder plus que ça sur ce film. De toute façon, l'histoire elle est connue, c'est Dorothy, une orpheline, qui vit chez sa tante et son oncle au Kansas, et sa voisine, Almira Gulch, martyrise son chien un peu gratuitement, et menace même de le tuer. Et le problème c'est que personne ne croit la gamine, du coup elle s'enfuit, et elle se fait aspirer par une tornade qui l'amène dans un monde étrange, féerique, où se trouve le mystérieux Magicien d'Oz. Bon, je vais pas faire 10 minutes sur ce film, qui est d'ailleurs, depuis 2009, c'est officiel, le film le plus vu de l'histoire du cinéma. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est le Congrès américain. Et c'est un film qui a eu un impact énorme sur toute une génération de cinéphiles. Même un film qui est sans doute parmi les plus cités par les grands cinéastes. Je me souviens encore de l'espèce de remake horrifique que Steven Spielberg en avait fait dans La Guerre des Mondes. Le Magicien d'Oz, Nicolas Cage le décrit comme étant le film qui a le plus impacté sa jeunesse, le film qui lui a fait comprendre ce que le cinéma pouvait avoir d'envoûtant et de magique, ce qui n'a rien d'étonnant, et figurez-vous que je l'ai revu pour cette chronique, et avec toujours le même enchantement, quoi. C'est un incontournable pilier du cinéma américain, et c'est évidemment un film à voir et à revoir. En 9e position, et là par contre c'est un film que j'ai découvert pour cette chronique et je comprends pas trop comment j'ai pu passer à côté, puisque c'est réalisé par un cinéaste que j'adore, c'est une merveille du cinéma italien signée Federico Fellini, une merveille qui s'appelle Juliette des Esprits. Et là, je m'y attarde un peu parce que, vous savez que j'adore le cinéma de Fellini, j'adore sa modernité, j'adore sa caméra ultra mobile et j'adore l'énergie qu'il donne à ses films. Et je me suis donc régalé à découvrir ce film qui me laisse un peu penser que Nicolas Cage a un petit truc pour ses films qui montrent une réalité qui s'effrite et qui laisse place à un monde un peu imaginaire, un monde de l'esprit, un monde qui sont un peu fantasmé et intrigant. Juliette des Esprits nous présente une femme de 40 ans qui est coincée au milieu de la bourgeoisie italienne. Sans s'en rendre compte, sa vie est un peu devenue morne. Elle est femme au foyer pour un homme qui la délaisse et qui la trompe sans doute, et elle subit cette situation jusqu'à ce que, sous l'impulsion de ses amis et de Suzy, qui est une voisine ultra extravagante qui ne répond à aucune norme, Juliette se réfugie dans un monde onirique, coloré, fantasmagorique, où toutes ses visions et presque toutes ses envies vont prendre vie.
Et alors, bon, quand Fellini décide de mettre en scène l'imaginaire, c'est toujours une merveille. On l'avait déjà vu avec 8,5, et là, c'est un émerveillement visuel. C'est un carnaval aux décors grandioses et aux apparitions tantôt sublimes, tantôt un peu menaçantes. Et il y a tout d'abord cette mise en scène avec Fellini qui réalise là son premier film en couleur. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il va sauter sur l'occasion pour y aller vraiment à fond. Les décors, les costumes et même le maquillage en fait reposent sur une direction artistique et des couleurs ultra saturées. Et ça, c'est permis par la structure d'un film qui veut vraiment être un rêve éveillé et qui peut donc se permettre toutes les folies sans autre lien narratif que la psyché un peu tordue de Juliette. Globalement, ce film, c'est un peu une sorte d'Alice au Pays des Merveilles, qui est portée par une Giulietta Masina hyper charismatique. Et l'actrice, elle prend un plaisir carrément communicatif en fait, à passer de femme au foyer un peu morne à reine d'un monde hystérique où tous les excès sont tolérés. Et clairement, la caméra de Fellini, elle embrasse cette idée, elle virevolte dans tous les sens, et elle sublime une direction artistique unique. C'est un grand film, Juliette des Esprits, je me suis régalé alors que c'est un sujet qu'on connaît, c'est un sujet qu'on a déjà vu, mais il préfigure l'envie de Fellini de quitter un peu la narration classique pour aller vers du pur sensoriel, et ça il le fait à merveille, c'est très très fort et c'est à découvrir absolument. Bon alors, 8e film, on va avancer un peu, et Nicolas Cage nous fait encore voyager, puisqu'on va quitter l'Italie pour aller au Japon, chez un cinéaste dont on a déjà parlé même pas mal sur Intercut, c'est-à-dire Ishiro Honda. Vous savez, c'est quand même le créateur de Godzilla, et il nous pond ici un film qui s'appelle La guerre des monstres. Bon alors ce film, Nicolas Cage le décrit comme étant le meilleur Ishiro Honda, une sorte de film bizarre et fantastique qu'il peut regarder en boucle. Bon alors, je l'ai regardé, je l'ai découvert même pour cette chronique, et le meilleur Ishiro Honda, bon, j'irai pas jusque là. Et le meilleur Ishiro Honda, bon, en gros l'histoire, c'est des kaijus qui défoncent des gens. Et on va soupçonner un des kaijus qui a été élevé en laboratoire par des gentils et qui s'est échappé d'être à l'origine du massacre. Le truc c'est que les gens qui l'ont élevé pensent que c'est un kaiju gentil, donc ça n'a pas beaucoup de sens. Et à un moment, le monstre gentil apparaît et on va comprendre qu'en fait c'était pas lui mais un autre monstre méchant qui a causé un énorme bordel, et les deux monstres vont se confronter, ça va être la grosse bagarre, et voilà quoi, c'est résumé. Et je vous ai parlé il y a quelques semaines de ces films comme Godzilla X Kong, donc de ces grands films de kaiju où il y a des monstres qui se tabassent entre eux, ces films japonais où les kaijus se mettent sur la gueule, j'en ai évoqué plusieurs dans cette vidéo, dont le lien est en description, qui sont globalement tous meilleurs je trouve que celui-ci. Je trouve que La guerre des monstres manque cruellement de rythme, de dynamisme et d'inventivité. Je trouve que c'est aussi un film, et ça j'ai du mal quand on parle d'un film de monstres, je trouve que c'est un film qui consacre beaucoup trop de temps à des personnages et des problématiques humaines dont en vrai on se fout complètement, et malgré une scène d'intro assez prometteuse, je suis quand même un peu resté en dehors du film. Et je vous conseillerais, si vous voulez voir des films de gros monstres japonais qui se tabassent, d'aller plutôt sur la vidéo en description. Les films que je cite sont, je trouve, bien meilleurs. Du coup, allez, on avance, 7e film et retour au grand classique pour Nicolas Cage. Après l'Italie et le Japon, on va aller en France, sur une référence du cinéma français, Les 400 coups. Je pense que vous êtes nombreux à connaître ce film de François Truffaut, qui est porté, vous le savez, par un Jean-Pierre Léaud époustouflant de naturel et d'authenticité, qui joue donc le rôle d'un gamin qui va enchaîner les petites bêtises, qui vont devenir de plus en plus grandes et avoir des conséquences de plus en plus désastreuses, et ce gamin va apprendre la vie par ses erreurs. C'est un film dont on parle souvent pour son souffle de liberté et ses moments de joie instinctive, de pure beauté, qui sont effectivement magnifiquement capté par François Truffaut. Mais moi, quand j'ai découvert ce film, et je suis d'accord avec Nicolas Cage qui dit que ce film lui a brisé le cœur, moi j'ai vraiment été marqué par l'espèce de mélancolie hyper tragique du récit, par la lâcheté des adultes qui sont ultra violents avec cette jeunesse qu'ils ne comprennent pas et qu'ils ne cherchent même pas à comprendre. Et je trouve que la trajectoire de Jean-Pierre Léaud est quand même assez terrible. Il va passer d'incompréhension à incompréhension, il va aller en centre de redressement. Les conséquences de ces petites bêtises seront beaucoup plus grandes que les bêtises en elles-mêmes. C'est un film hyper connu, mais c'est un film, quand je l'ai découvert, c'était à la fac,
j'avais vraiment été hyper marqué par l'espèce de violence et la tristesse d'un film que je pensais être très concrètement un feel-good movie. Moi, je pensais que j'allais voir un film hyper libre et hyper joyeux, mais bon, ça reste un grand film du cinéma français, et si vous avez la chance de ne pas encore l'avoir découvert, régalez-vous, foncez, ça va être un grand moment. Tu me baisais. Tiens, la lave-vaisselle, qui a sifflé. Ah, je vous préviens, je vais être injuste. Si le coupable ne se dénonce pas, c'est le voisin qui prendra, n'est-ce pas, Simoneau? Mais je vous jure, monsieur! Oh! Bon alors, 6e film, faut que j'avance, sinon la vidéo va durer 4h30, et c'est un film que j'adore. C'est une comédie qui s'amuse à reprendre à son compte l'histoire de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, et c'est réalisé par Jerry Lewis, qui était à la base acteur ultra connu, qui est ensuite passé derrière la caméra, et Jerry Lewis, c'est un ami et une énorme influence pour Nicolas Cage, je vais préciser ça, et en 6e position, du coup, Nicolas Cage nous place The Nutty Professor. Le pitch est loufoque à souhait, et c'est vraiment un film qui m'avait fait hurler de rire, et pour l'avoir revu, ses qualités marchent toujours autant. Un film où on suit l'ami Julius, prof de chimie, pas très beau, sans charisme, il est gentil, hein, il a plein de qualités, mais c'est des qualités intérieures, quoi. Et il est amoureux d'une de ses étudiantes, un peu comme Brigitte Macron, du coup, il prépare un élixir censé le transformer en tombeur ultra séduisant, et ça marche. Quand il le boit, il devient hyper hautain, il devient sûr de lui, c'est un vrai bad boy, sauf que le problème, c'est que quand l'effet s'arrête, il redevient Julius, la personne un peu en retrait, un peu timide, et il faut assumer tout ce qu'il a dit en étant son espèce d'alter ego. Et ça, c'est prétexte à un enchaînement de situations, mais tellement drôles, où Jerry Lewis interprète évidemment lui-même le rôle principal, et il va nous donner un rôle qu'un certain Jim Carrey ou un certain Nicolas Cage aurait adoré interpréter. Well, that's what I've been trying to get you to understand. Actually, I've never had, that is, what I mean is, Parce que les deux facettes de sa personnalité, cette espèce de changement, ça va se manifester par un jeu sur son corps, sur son visage, sur ses expressions. Vraiment un jeu très physique, même si le film ruisselle aussi de gags très visuels, et d'ailleurs en termes de photographie et de mise en scène, c'est étonnamment soigné. Je pense que vous le voyez bien aux images, vraiment le film se paye le luxe de séquences franchement magnifiquement photographiées, des séquences parfois touchantes et toujours hilarantes. C'est un film sans aucun temps mort et c'est vraiment une excellente comédie. Et ce film de Jerry Lewis, ça se comprend sans peine quand on le regarde, et au vu du jeu de l'acteur, ça a été une influence énorme pour Nicolas Cage, qui le dira lui-même. Hein. Je pense que The Nutty Professor a eu un énorme impact sur mes propres performances. J'ai emprunté au personnage de Jerry Lewis 1 million de fois, et parfois tellement que certains réalisateurs me disaient de trouver d'autres inspirations. Le 5e film, c'est Opération Dragon, avec Bruce Lee. Peut-être avec Jerry Lewis, je dirais l'inspiration la plus évidente de Nicolas Cage, et l'occasion pour lui de nous donner une belle anecdote, puisque c'est avec Bruce Lee et Opération Dragon qu'il a vraiment pris conscience de tout ce qu'un acteur pouvait faire avec son visage, de toutes les émotions qu'il pouvait faire passer. Et par exemple, Nicolas Cage nous confie que dans la fin de Volte-Face, il vole carrément les expressions de Bruce Lee qu'il fait dans une séquence de Opération Dragon. Il refait exactement les mêmes et dans le même ordre, parce que ça correspond à l'émotion qu'il voulait faire passer à ce moment-là. Je passe rapidement sur Opération Dragon, pour l'avoir revu, c'est un régal, ça passe à une vitesse grand V et c'est souvent cité comme étant l'un des meilleurs films de kung-fu jamais réalisés. Du grand spectacle, des très belles chorégraphies, un rythme qui faiblit jamais et une mise en scène hyper lisible et soignée. Il n'y a rien d'étonnant à ce que ce soit souvent cité parmi les références du genre. On est sur l'un des meilleurs films de karaté que j'ai pu voir, en tout cas. Pour moi, c'est, je pense, une référence du genre. Le 4e film, pareil, je vais devoir passer vite parce que j'en ai déjà parlé en fait. C'est un film que Nicolas Cage partage avec Stanley Kubrick, et dans le top 10 de Stanley Kubrick, on retrouvait évidemment le film de Orson Welles, Citizen Kane.
Vous le connaissez déjà tous par cœur, Citizen Kane, l'incontournable du cinéma, l'un des plus grands classiques de l'histoire, réalisé par le génie Orson Welles. C'est l'un des films les plus influents du cinéma, l'un de ses plus grands chefs-d'œuvre. Je vous encourage, pour nous voir en parler un peu plus longuement, à aller voir ce que j'en dis dans le top sur le top 10 de Stanley Kubrick. Le lien sera aussi en description, puisque c'était aussi l'un des films références de Stanley Kubrick et c'est l'un des films références de Nicolas Cage. Bon, alors on arrive sur le podium. Et les amis, le troisième film préféré de Nicolas Cage, c'est pas un film moins connu que Citizen Kane. Et c'est aussi un de mes films préférés. Un film réalisé par le tonton de Nicolas Cage, et l'un des plus grands cinéastes américains à mes yeux, l'ami Francis Ford Coppola. Et bien évidemment, je parle de Apocalypse Now. Réalisé par un cinéaste à deux doigts de sombrer dans la folie la plus totale et la mégalomanie complète durant le tournage, un cinéaste qui a dû hypothéquer tous ses biens pour finir le film, je trouve que c'est quand même assez incroyable d'imaginer que Coppola, qui a rencontré autant d'obstacles sur la construction de ce film, te livre finalement une œuvre qui ait autant d'impact et de force et de maîtrise. Un film aussi puissant et aussi impactant dans sa mise en scène, clairement l'un des films qui, quand je l'ai découvert, m'a un peu fait comprendre de quoi le cinéma était capable. En vrai, dès sa scène d'introduction ultra culte avec les Doors, on sait qu'on est face à un grand moment de cinéma. Apocalypse Now, c'est définitivement un des grands chefs-d'œuvre du cinéma hollywoodien. Et parmi les millions de qualités de ce mastodonte, il y a, pour Nicolas Cage, la plus importante des qualités, le jeu de Dennis Hopper, qui a énormément marqué l'acteur, au point que pendant des années, il dit lui-même qu'il a choisi ses rôles en fonction de ceux qui pourraient le faire ressembler à Dennis Hopper. Rien que de reparler d'Apocalypse Now, sur lequel, pareil, je m'attarde pas, mais que j'ai pourtant en plus même revu il y a peu, rien que d'en reparler me donne déjà envie de le relancer, et j'espère que c'est pareil pour vous. Vous le savez, c'est une merveille. Si on a quelques-uns dans cette vidéo qui la regardent et qui ne l'ont pas encore vue, mais vous avez tellement de la chance, vous allez vous régaler. J'ai aussi fait une vidéo sur le sujet, ces films comme Apocalypse Now en moins bien. N'hésitez pas à cliquer, c'est le troisième lien que je mets en description déjà. Le lien est en description. Many people that I already killed. There were those 6 that I knew about for sure. Close enough to blow their last breath in my face. En deuxième position se trouve le film qui a donné envie à Nicolas Cage de devenir acteur. Un film basé sur une performance de James Dean. Une performance qui a profondément changé la vision du cinéma de l'ami Nicolas. Un film qui s'appelle À l'Est d'Éden. Adapté d'un bouquin écrit par le grand John Steinbeck et adapté par le cinéaste Elia Kazan, qui est l'un des plus grands directeurs d'acteurs de l'histoire du cinéma, et notamment créateur de l'école Actor Studio, qui est une école de perfectionnement pour les acteurs, pour qu'ils perfectionnent encore leur jeu. Une école par laquelle sont passés, entre autres, Marlon Brando, Tom Cruise, Marilyn Monroe, Nicolas Cage, De Niro, Pacino, enfin, en vrai, tout le monde, tous les acteurs hollywoodiens en tout cas, c'est vraiment une référence. Et quand Kazan réalise À l'Est d'Éden, qui nous raconte la relation tumultueuse entre Cal, donc James Dean, dont c'est le premier film, qui est jeune, qui est rebelle, qui est un homme détesté par son père, et il le sait, il sait que son père le méprise, et ça évidemment ça le blesse, Cal traîne avec lui un mal-être qui va le pousser à essayer de chercher à gagner l'amour de son père, un peu de toutes les manières possibles, chose qui va l'amener vraiment dans ses retranchements, surtout qu'en plus de ça, sa mère, qu'il pensait morte, ressurgit dans sa vie. Je reste très flou sur la narration, mais sachez qu'on est sur l'un des plus grands mélodrames du cinéma américain. Un film qui est terrible, extrêmement touchant, une sorte d'étude de personnages complexes, où le récit, qui semble, on va dire à la base plutôt terre à terre, va prendre vraiment peu à peu des dimensions énormes, une ampleur insoupçonnée et quasi biblique. D'ailleurs, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur le lien entre cette histoire et le récit de Caïn et Abel dans la Bible, effectivement, qui cherchent à gagner l'amour de leur Dieu. Ici, ce jeune James Dean qui cherche à gagner l'amour de son père. Mais pour moi, À l'Est d'Éden, c'est avant tout, l'histoire d'une destruction familiale, filmée avec une ampleur dingue par Elia Kazan. Ces cadres, vous voyez bien
aux images, c'est d'une beauté, c'est juste superbe, chaque cadre est hyper travaillé, correspond parfaitement à la psychologie tortueuse des personnages, notamment ces plans désaxés. On a vraiment une photographie merveilleuse qui sublime un James Dean hallucinant, ahurissant, qui a vraiment un charisme incroyable, et il n'y a rien d'étonnant à ce que ce rôle impacte n'importe quel acteur qui le découvre, je veux dire. À l'Est d'Éden est un fantasme de direction d'acteur et une leçon pour n'importe quel cinéaste sur comment filmer un grand acteur. Rien d'étonnant à ce que Nicolas Cage adore ce film. You kept on forgiving us. You never really loved us. I know why you didn't love me. 'Cause I'm like my mother, and you never forgave yourself for having loved her. On y est les amis, le film préféré de Nicolas Cage. Ce film, vous le connaissez au moins de nom. Un western colossal de 3 heures. Sergio Leone, Ennio Morricone, Charles Bronson, Claudia Cardinal, Henry Fonda. Bon, je vais m'arrêter là, mais je pourrais faire ça pendant des heures. En première position, le chef-d'œuvre Once Upon a Time in the West. Bon alors, comment résumer en quelques minutes la merveille qu'est Once Upon a Time in the West, qui marque une transition impressionnante dans la carrière de Sergio Leone, qui sort de sa trilogie avec Clint Eastwood, la fameuse trilogie du dollar, et qui ici va complètement réinventer l'Ouest américain. Et c'est lui aussi un de mes westerns préférés, avec Keoma, qui est un film dont je vais vous parler très prochainement, qui est une sorte de western quasi fantastique, post-apocalyptique, dans un onirisme permanent et quasi biblique, qui nous présente vraiment une vision fantastique de l'Ouest. D'abord avec ce personnage de Charles Bronson, l'homme à l'harmonica, qui est vraiment filmé comme une sorte de spectre vengeur, qu'on entend avant qu'il n'arrive à l'image avec cette espèce d'harmonica, il a son propre thème musical, il peut surgir à tout moment, c'est vraiment un fantôme qui fait basculer la mise en scène de Leone dans le fantastique. Je pourrais aussi parler de la merveilleuse Claudia Cardinal, qui est vraiment le personnage principal en fait, c'est autour d'elle que va s'articuler toute l'intrigue. Et je pourrais surtout parler de la mise en scène de Sergio Leone, qui va ici pousser tous ses curseurs à l'extrême, de cette très très lente scène d'introduction qui prend vraiment de longues minutes pour poser son atmosphère, de sa gestion des silences ici vraiment accentuée pour mythifier ses personnages, de sa science du cadre, des décors, de sa capacité à iconiser chaque scène. Vraiment, c'est pour moi sans doute c'est pour moi la plus grande mise en scène de Sergio Leone. C'est là où pour moi son talent de metteur en scène trouve son apogée. C'est un film long qui dure un peu moins de 3 heures, mais je l'ai dévoré quand j'étais gamin avec mon père. C'est un grand chef-d'œuvre et l'un des plus grands films américains. You saved his life. I didn't let them kill him, and that's not the same thing. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura permis d'éclairer un petit peu certaines tendances de l'acting de Nicolas Cage. On a un petit Tipeee qui nous permet de sortir des vidéos aussi travaillées. Ces vidéos-là, elles nécessitent énormément de temps. C'est vrai que c'est un boulot à temps plein et que n'importe quel petit don aide énormément la chaîne pour sortir des vidéos comme ça. On sort 2 vidéos par semaine, donc n'hésitez pas non plus à vous abonner et mettre la cloche pour ne rien rater. Nous, on se retrouve d'ici quelques jours pour la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Ciao à tous, bisous.